Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Emmanuel Debock. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de groupe Défi au Parlement bruxellois, mais aussi au Conseil communal d'Uccle. Alors Uccle, on va en parler. Il y a de l'ambiance. On a appris que le candidat déçu, tête de liste finalement, Mark Coles, annonce qu'il pourrait créer sa propre liste, faire donc dissidence du MR officiel en vue des élections prochaines. Alors face à ça, vous vous dites, petit A, il a raison, je le soutiendrai. Petit B, je reste fidèle à Boris Diliès, qui est le chef de file officiel du MR pour l'instant. Petit C, ça profitera à Défi, comme en 2000. Je ne vais peut-être pas vous surprendre, mais moi, je suis loyal. Et donc, la réponse B, responsabilité et loyauté. On a signé un accord avec des partenaires. Je suis assez déçu de voir que certains quittent quelque part cet accord et souhaitent déjà se lancer dans une campagne contre leurs propres amis. Je sais en tout cas que si Mark Coles était chez Défi, il ne serait pas possible, dans nos statuts internes, de pouvoir être à la fois tête de liste d'une liste concurrente. Et donc, on serait de facto exclu dans une situation pareille. Donc, peut-être que Mark Coles devrait clarifier sa situation au sein du MR, lui qui appelait de ses voeux à plus d'éthique en politique. Je crois qu'effectivement, à partir du moment où on est tête de liste d'une liste concurrente, il faut pouvoir aussi se projeter et peut-être abandonner son mandat qu'il a obtenu grâce au MR. Donc, sa liste, elle n'existe pas encore. Il parlait du mois de mars. Vous demandez sa démission dès à présent? Je ne demande pas sa démission, parce qu'en l'occurrence, elle est difficile, voire même impossible également à réaliser. Et par contre, je demande effectivement qu'au niveau du MR, on clarifie la situation. Parce que ça ne va pas d'avoir finalement des membres de la majorité qui vont se retrouver en concurrence avec les mêmes personnes avec qui ils étaient en majorité. Donc on ne peut pas avoir par exemple deux listes sur un même courant concurrentes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut gérer en fait la dernière année dans des conditions pareilles. Et est-ce que ça va d'avoir un bourgmestre qui cumule? Parce que c'est ça l'argument de Mark Coles. Boris Diliès vient de prêter de serment, mais il ne va pas démissionner tout de suite de la région bruxelloise. Il dit qu'il veut rester, il l'a dit il y a 2 jours ici, jusqu'à l'aboutissement du plan taxi. Donc il va cumuler. Or, on est quand même dans la tendance au décumul, non? Alors 2 choses. 1, c'est pas parce que vous cumulez que vous êtes forcément moins compétent ou que vous ne traitez pas vos dossiers. Regardez Didier Gauzoin, pendant des années, il a été chef de groupe au Parlement bruxellois, il était bourgmestre de sa commune et il a très bien fait les deux. Alors, pour le coup, on a décidé pour 2019 que ça serait la règle de ne plus avoir le cumul. Alors, Mark Coles a cumulé pendant 15 ans. Maintenant, il ne cumule plus. Mais je pense que s'il était dans la situation des 15 dernières années, il n'aurait peut-être pas forcément le même discours. Pour le coup, c'est vrai que chacun, s'il fait la promesse de démissionner, si par exemple moi demain j'étais élu, je serais peut-être amené aussi à démissionner. En attendant, un échevin n'est pas un bourgmestre. C'est vrai qu'être bourgmestre d'une commune, c'est peut-être plus difficile à cumuler avec une fonction parlementaire. En tout cas, ça sera illégal à partir de 2019. Oui, parce que Défi tient quand même au décumul intégral. 2019, ça sera illégal. Mais le problème, c'est que vous avez les mandats qui sont en cours. Si tout le monde décumule à partir de 2018, il n'y a plus assez d'élus au Parlement bruxellois pour remplacer ceux qui partent. Il n'y a pas assez de suppléants sur les listes. Donc il faut quand même tenir compte de cela. Les listes, elles ont été faites en 2014. Il y a un contrat avec l'électeur de 2014 à 2019. Alors, peut-être ne devons-nous pas, à ce moment-là, monter dans les communes, le cas échéant, si cela se présente. Mais il faut pouvoir être clair et dire 2019, ce sera une incompatibilité totale. Et jusqu'à 2019, le cumul est légal, il n'est pas interdit. Moi, j'ai toujours plaidé pour le plafonnement des revenus. Je crois que c'est avec cela qu'on peut plus facilement lutter contre les dérapages qu'il y a eu dans le passé. Alors, Uccle, toujours, on a beaucoup parlé du CPAS hier, parce qu'on apprenait qu'il y avait un système de jetons de présence et de défraiement qui avait été mis en place pour le personnel, pour certains fonctionnaires. Ce système, aujourd'hui, il est complètement arrêté ou continue encore ? Donc c'est vrai que moi je voudrais d'abord saluer le travail du nouveau secrétaire du CPS qui a fait ce travail effectivement de regarder un peu ce qui se pratiquait et qui a eu le courage finalement d'ouvrir un certain nombre de placards dans lesquels il y avait quelques cadavres. Donc je crois que c'est important, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, de pouvoir ouvrir ces placards. C'est pour ça que personne n'est plus blanc que blanc. Dans une majorité, dans une opposition, il peut y avoir des pratiques du passé. Et ici, vous voyez, ce n'est pas des politiques qui touchaient. Ce sont des fonctionnaires qui touchaient des compléments de salaire. Eh bien, il faut pouvoir aussi porter ce discours-là. Je l'ai porté sur les subsides. Il faut pouvoir aussi se dire que dans certaines communes, accorder des jetons de présence ou rembourser des frais kilométriques qui ne sont pas prestés, effectivement,
Et je peux comprendre que ça coûte moins cher fiscalement que de donner des heures supplémentaires. Eh bien, ça ne va quand même pas. Il vaut mieux être dans la légalité et payer correctement les heures. Et s'il n'y a pas assez finalement de moyens de le faire de manière légale, alors il faut engager des nouvelles personnes. Parce que trop d'heures supplémentaires à payer, ben, ce n'est pas possible non plus. Donc à ce moment-là, il faut élargir le cadre. Ouais. Et il faut pouvoir tenir ce discours-là. Et moi, je fais confiance à la fois au nouveau président du CPS, mais aussi au nouveau bourgmestre, donc Boris Iliès, de pouvoir mener ce combat aussi de retirer tout ce qui s'est passé ces dernières années et d'assainir la vie politique et aussi la gestion de nos institutions. Alors on va écouter une interview du président actuel du CPS qui parle de l'ancien secrétaire qui a travaillé au cabinet de Céline Frémaux. On l'écoute, il avait touché ses indemnités, je vous propose de l'écouter. Monsieur Alzire, le secrétaire, il a tout reversé, remboursé au fait, des jetons de présence qu'il a reçus. C'était un système au fait, qui compensait au fait, les heures supplémentaires qu'il pratiquait en dehors des heures de bureau. Voilà, il a tout remboursé, donc il n'y a plus de problème. Ah ben c'est une merveilleuse nouvelle parce qu'à l'époque, on n'avait pas demandé ce remboursement. Donc moi, j'étais un petit peu étonné qu'on ne demande pas le remboursement. Surtout qu'il y avait des remboursements pour des réunions qui n'étaient pas obligatoires et auxquelles, c'est vrai qu'Alex Alzire allait à ces réunions-là. Maintenant, voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'a pas beaucoup de sens de voir finalement un secrétaire communal ou un secrétaire de CPS avoir des compléments de salaire pour des heures supplémentaires alors que la loi ne le prévoit pas. Et par ailleurs, je me pose aussi la question de savoir s'il était tout à fait normal que l'on puisse aller prester dans un cabinet ministériel et exercer finalement une fonction complémentaire, donc aussi avoir un salaire de ce côté-là, alors que ce cabinet est censé exercer la tutelle sur l'ensemble des CPS des 19 communes. Ouais, ça, c'est une autre problématique. Ah, c'est le conflit d'intérêts, c'est très important parce que c'est le conflit d'intérêts. Et on ne peut pas, quelque part, ne pas prôner une meilleure gestion de nos institutions sans aussi avoir égard au conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être à gauche contrôleur et à droite contrôlé. Alors, le CPS de la ville de Bruxelles, on en parlera à la commission d'enquête parlementaire sur le SAMU social la semaine prochaine, puisque la présidente est attendue. Vous attendez quoi de cette audition? Beaucoup de choses, parce que pour être clair, on a eu tout le débat sur les jetons de présence. Je crois que maintenant c'est un débat qui est connu et su de tout le monde. Pour ce qui est du CPS de la ville de Bruxelles, il y a quand même un gros problème, c'est le non-respect des marchés publics et les conflits d'intérêts, puisqu'en l'occurrence, Yvan Mayer, Peretta et leurs amis étaient à la fois au SAMU social, mais ils étaient également au CPS et ils étaient également aux cuisines bruxelloises. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Les cuisines bruxelloises ont facturé au SAMU social et le SAMU social a mis les factures des cuisines bruxelloises en subside pour pouvoir être remboursé de la part de la région. Donc, il faut se poser la question de savoir est-ce que finalement les prestations que le CPS a faites pour le SAMU social, que ce soit le linge ou que ce soit les repas qui ont été fournis, l'ont-ils été au juste prix et pourquoi n'ont-ils pas fait de marché public? Est-ce que c'était pour favoriser le CPS? Est-ce que c'était pour favoriser les cuisines bruxelloises? Quand on sait que Mme Peretta et ses amis touchaient plus de 20 000 € par an aux cuisines bruxelloises, on peut quand même se poser la question si ce n'était pas aussi une manière finalement de toucher des deux côtés. Ça, c'est des questions que vous poserez la semaine prochaine. Aujourd'hui, on entendait Laurette Onkelinx et Charles Piquet. Il y avait été question beaucoup des pressions des partis socialistes dans d'autres auditions. Qu'est-ce que vous retenez de ces auditions d'aujourd'hui ? Mais pas grand-chose. Moi, je l'ai dit, j'aurais préféré finalement avoir les collaborateurs de cabinet. C'est vrai qu'on a demandé que la formatrice du gouvernement vienne. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu d'hypocrisie de la part de certains qui étaient à la table, ou qui ont été ministres sous l'ancienne législature et qui feignent de ne pas se rendre compte qu'ils avaient aussi cette information. Et Mme Onkelinx n'était pas ministre à l'époque. Donc, il ne faut pas chercher des responsabilités là où elles ne sont pas. Elle a une responsabilité par rapport aux gens de son parti. Pour le reste, ce qui s'est passé au SAMU social, c'est une responsabilité, je crois, collective de la part et du politique qui n'a pas mis un certain nombre de moyens pour que les contrôles soient de manière beaucoup plus effective et de répondre finalement au rapport de la Cour des comptes ou de l'inspection des finances qui avait été demandé. Et pour le reste, il faut maintenant tirer les conséquences de tout ce qui a été dit et mettre en place une véritable structure de contrôle pour que cela n'arrive plus jamais. Alors hier, c'était la rentrée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors on est un peu loin du coup d'éclat qu'il y avait eu à la région au début de semaine, où Rudy Vervoort avait demandé un vote de confiance. Est-ce qu'ici, Rudy de Met aurait dû demander la même chose pour rasseoir son gouvernement? Alors légalement, il n'y est pas tenu. Maintenant, c'est vrai que compte tenu des circonstances, en tout cas à Bruxelles, on sait compter.
puisqu'on ne pouvait pas continuer effectivement à avoir dans la presse un des partenaires qui appelait une autre majorité alternative et en même temps continuer comme si de rien n'était. Donc c'est vrai que ça aurait été bien qu'il le fasse. Monsieur Demotte a fini par prendre la parole quelques instants et a été très court et a rassuré les uns et les autres. Maintenant, c'est un petit peu schizophrénique. Quand vous voyez Mme Alda Gréoli qui siège à côté de M. Marcourt et à côté de M. Demotte que le lendemain, elle va au Parlement wallon où elle siège en face contre les mêmes en s'invectivant par rapport aux politiques qui sont menées, ça paraît vraiment surréaliste. Et donc, moi, je suis vraiment étonné par ce manque, finalement, de cohérence que le CDH a eu en tirant la prise à la région wallonne et en n'assumant pas, finalement, un schéma qui était beaucoup plus construit et qui aurait pu amener à autre chose. Alors, Fédération Wallonie-Bruxelles, vous êtes dans l'opposition. Région bruxelloise, vous êtes dans la majorité. Hier, sur ce plateau, Guy Van Engel nous disait que les allocations familiales, finalement, c'était pas si urgent qu'on pouvait attendre la législature prochaine pour trancher. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? La meilleure solution, et d'ailleurs si on n'avait pas régionalisé la compétence, les gens auraient continué à toucher leurs allocations comme ils les touchent maintenant. C'est sans doute ce qui va se produire. Dans le système du CDH, d'ailleurs, tous ceux qui avaient une allocation familiale continuent à toucher leur allocation familiale. Seulement les nouveau-nés touchaient une allocation différente des anciens. Nous, on a dit, à partir du moment où la compétence est régionalisée, ça vaut la peine de répondre à la demande qui était celle de un enfant est égal à un enfant, et de donner la même chose aux enfants. Ouais, mais ici, si personne ne fait rien, très bien, on continue avec l'ancien système. Wallonie et Flandre vont évoluer, Bruxelles pourrait faire le statu quo. Oui, mais ça sera peut-être plus facile à gérer politiquement, et on verra si une autre majorité, demain, peut effectivement se mettre en place. C'est peut-être dommage pour les familles qui auraient reçu sans doute plus. Je pense par exemple aux travailleurs pauvres, qui dans notre réforme fiscale recevaient beaucoup plus, et ce qui permettait finalement de lutter aussi contre les pièges à l'emploi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, s'occuper d'un enfant peut aussi induire le fait de ne pas pouvoir aller chercher un emploi quand on est en situation de chômage et donner des allocations majorées pour celles et ceux qui travaillent mais qui gagnent finalement autant que d'autres qui sont au chômage, je trouve que ça aurait été peut-être intelligent. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec les experts. Les invités seront Julie De Groot et Ridouane Chahit. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.